Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Pour Québec. Souvenir? Je t'ai inspiré ce matin? Ben oui, voilà, je la fredonne depuis tantôt. OK. Non, mais l'équipe s'en va à Québec. C'est du contenu gratuit. L'équipe, le Canadien de Montréal. L'équipe, non. Pas l'équipe de Tellement. Pas le journal. Ah non. Pas le quotidien français. Non plus. Ouais. Souvenir de Québec, activité préférée à faire lorsque vous êtes à Québec, habitude que vous avez à Québec? Bonne question. Ouais. Il y a des bons restos, mais il y a des très bons restos. Je viens pas à bout de... le bistrot de Jean-Luc Boulay, c'est le Saint-Amour, je pense, son restaurant principal, mais qui est quand même un restaurant, c'est de la fine gastronomie, là. Donc, c'est assez... Le bistrot B. C'est très dispendieux. Très dispendieux. Là, je parle pas du bistrot B, je parle du Saint-Amour, mais le bistrot de Boulay, c'est vraiment... C'est excellent, c'est une bonne place. Sinon, on est dans la restauration chez Rio et Pettigrew à Québec. Excellent restaurant. Est-ce que l'ancien ministre est impliqué dans... Pierre Pettigrew. Je pense pas. C'est un francophone. C'est une bonne question. Je ne sais trop, mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Peu importe la saison, je trouve que c'est vraiment agréable d'y aller. C'est peut-être la plus belle ville en Amérique du Nord. Oui, d'un point de vue architectural. Je pense que tu as raison. Hamilton. Oui, Hamilton le savait. Je pense qu'Hamilton apprend rien ce matin. Oui, absolument. Mais c'est une des très, très belles villes en Amérique du Nord, certainement. Puis, toujours très agréable d'aller à Québec. Moi, je suis allé au Capitole une fois. J'avais beaucoup aimé ça. Je ne suis pas resté. C'est long un peu, par exemple, mais j'avais beaucoup aimé ça. Ah, c'est une belle soirée quand on va voir un match de Capitale. Non, c'est une ville magnifique. Moi, on se sent bien quand on est à Québec. La qualité de vie a l'air extraordinaire aussi. Donc, j'aime bien aller courir le long de l'eau aussi. Là. Le long de l'eau. Ça, c'est le titre de ton prochain album. Courir le long de l'eau. Aller sur les plaines d'Abraham. Donc, non, ben, c'est juste d'être dans la ville puis de la ressentir, je pense. Puis effectivement, il y a une scène culturelle et gastronomique assez vive. Donc, c'est ça. Comme je le disais, j'aime beaucoup y aller. Ça fait trop longtemps, d'ailleurs. C'est Godini qui est mandaté. Oui, le prestidigitateur de l'information sportive. Voilà. Qui fera apparaître une fois de plus une fine analyse. Certainement, c'est son mandat et son métier. Oui. Mais il le fait avec brio, ma foi. Absolument. OK, aujourd'hui, on essaye des affaires. Une ligne d'arrivée en mouvance et un three-peat qui se complique. C'est tellement hockey, épisode 427. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Messieurs, mes hommages. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Bonjour, Alexandre. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Il y a de l'urgence. Je pense que les boys, ils le sentent, que c'est aujourd'hui, le let's go. On n'attend pas au 8 octobre. Fait qu'on évalue tout. On va évaluer demain. On évalue dans les pratiques. Mais je suis content qu'il nous reste 2 games. De continuer à évaluer avec ma patience agressive. Ah, c'est la rencontre des concepts d'hier et des concepts d'aujourd'hui. La patience agressive, c'est un classique. L'urgence, ça commence là. Ça, c'est le thème. C'est le thème de cette année. Mm-hmm. Et c'est bon. C'est un bon thème. On en a discuté quand même depuis le début, là. Il n'est pas toujours visible à l'œil nu dans les matchs préparatoires, selon certains. Puis il y a toujours cet équilibre-là aussi à trouver là, entre se préparer et démontrer cette urgence-là. Mais c'est le thème de cette année. Et là, avec tous ceux qui sont partis, parce que Saint-Louis dit je suis content qu'il reste 2 matchs. On ne pourra pas jouer dans le même film que l'an passé. Souvenez-vous, on disait, l'an passé, le dernier match, là, il y avait presque pas de joueurs de l'alignement qui avaient pris part à la rencontre parce on craignait les blessures ici et ça. Et les matchs précédents, il y a quelques matchs précédents qui avaient été gaspillés là, parce que le Canadien avait été indiscipliné. Il y a eu des blessures. Des blessures, etc. Ça avait été un très mauvais camp l'année dernière. Et ça s'était transposé dans le début de saison.
Et donc, cette année-là, avec les 2 matchs, il y a que des joueurs. Il reste que des joueurs de l'alignement régulier, ou presque, là. Il reste à savoir ce que le Canadien va faire parce que Martin Saint-Louis a dit hier à l'entraînement, après l'entraînement lundi, donc, qu'il n'avait pas encore, ou du moins Kent Hughes n'avait pas encore parlé avec son homologue des Sénateurs d'Ottawa, mais qu'il travaillait là-dessus. OK. Ou du moins que Martin travaillait à peut-être convaincre Kent de parler à Staios, mais Saint-Louis avait l'air de dire qu'il aimerait bien savoir quelles étaient les intentions des Sénateurs. Donc, on revient un peu au point de départ où, en début de camp, il disait « Non, mais là, on va utiliser les derniers matchs pour bien se préparer parce que, justement, on est dans l'urgence puis on ne veut pas partir sur un pied comme ça. » Et il avait dit l'année passée, on a commis l'erreur. Et j'en prends le blâme, d'ailleurs. Mais je lui avais demandé à ce moment-là, donc, est-ce que ça veut dire que tu feras fi de ce que les autres feront? Puis là, c'était pas clair. Et lundi après-midi, lundi midi, il dit « j'aimerais ça savoir ce que les Sénateurs vont faire. » Donc, j'imagine que la composition de l'équipe pourrait varier en fonction de ce que les Ottawa va décider d'envoyer. Ce qui devrait... Il me semble que c'est la leçon qu'on devrait tirer de l'année dernière. Tout à fait. Mais il n'en reste plus de joueurs de la Ligue américaine. Il en reste peu. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? On est passé d'un camp de 60 joueurs à 29 en 12 heures. Ça a été long avant qu'on coupe des joueurs, puis là, on a coupé à peu près tout le monde. Alors, je vous le dis, là, au dernier match, on ne verra pas Luca Condotta. Il n'est pas là. C'est un bon point que tu apportes. C'est quand même un bon point que tu apportes. Hier, on était beaucoup dans l'interprétation des trios et des couleurs de chandail et tout ça. Puis Martin trouvait qu'on travaillait fort d'un coin pour dégager une certaine signification. Mais c'est parce que nous autres, c'est maintenant. C'est là. On est dans l'urgence. Exact. C'est là. Et le fait qu'il brasse lui-même ses combinaisons démontre justement que l'urgence n'est pas que la nécessité des joueurs, mais celle de l'entraîneur-chef aussi, des dirigeants de l'organisation, parce que le trio là, qui durera pas longtemps en enfer, là, comme la balle de neige, là, la boule de neige en enfer, le trèfle, tout ça, là. Je confonds le pudding, le trèfle, il est en enfer. C'est bon. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Ça aura fait un match. Et puis, pas un match particulièrement reluisant, là, celui de jeudi dernier. Les 3 Dak, Demidov, Laine se sont trouvés sur la glace pour 3 buts de l'adversaire à 5 contre 5. Ça a été pénible, tout ça. Et de ce qu'on a vu à l'entraînement lundi, donc, Zachary Bolduc était avec Dak et Laine. Et puis, on avait composé un tout nouveau, appelons-le le 3e trio. Non. Non? Non. Est-ce qu'on peut régler ça tout de suite? Hein? Demidov, Newhook, Kapanen, c'est pas le 3e trio? Demidov, c'est le 2e trio. Non? Bon, tout à fait. Ben, OK, regarde. Non, mais c'est parce que les gens disent ça. Rétrogradé au 3e trio. Non. Le 2, je m'excuse, c'est pas Dak et Laine. Est-ce que Demidov, dans cette équipe-là, est un joueur de top 6? Ben oui. Oui. Bon. Alors. Zachary Bolduc aussi, tant qu'à ça. Là. Top 9. Donc, ça n'a aucun rapport avec les trios qui vont être utilisés durant la saison régulière. Et puis, est-ce que Dak est le centre de 2e trio ou c'est Newhook le centre de 2e trio? Ou alors, ça s'obstine sur des détails parce que c'est de la nomenclature. C'est de la nomenclature. Ce sont les 2 trios. La chose la plus importante. importante. Ne jouera pas sur le 3e trio. C'est le temps de glace qui va déterminer de toute façon. Donc, on verra bien rendu là. Mais le trio Demidov, Newhook, Kapanen. Est-ce que Kapanen est un joueur... Non. Quand il joue avec Demidov, oui. C'est un joueur de 2e trio? Non. Bon, c'est ça. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, les trios qui ont été concoctés n'ont aucune signification réelle pour la saison à venir. Tu penses que ça n'a aucune chance de tenir? Aucune. Ah non? Ben, ça va, OK. Ben, ça m'intéresse, ça, parce que... Kapanen ne jouera pas sur le trio de Demidov. Je peux te gager mon hypothèque, mon fonds de retraite. Même pas pour commencer la saison? Ils vont peut-être jouer 8 minutes ensemble, là, mais ils ne joueront pas. Kapanen... C'est intéressant. Kapanen... J'aimais ça, moi. Non, mais je suis curieux de savoir avec qui Ivan Demidov va jouer. Écoute, ils vont le faire jouer avec un joueur de hockey. Il y a des grosses chances qu'il joue avec Bolduc, mais ce ne sera pas avec Kapanen. Kapanen, ça va être un joueur de 4e trio sur cette équipe-là qui va jouer en désavantage numérique. Donc, tu réunirais, disons, Bolduc avec Demidov et Newhook, par exemple? Fort probablement. Et là, qui viendrait compléter le duo maléfique Dak Laine. ça va être un pauvre gars. Kapanen. Est-ce qu'il y a un bonus? Ouais. Allez, Oliver. Tu vas être tu as
12 matchs de jouer dans la Ligue nationale, mais tu seras la conscience défensive de ce qu'on appelle le deuxième trio. Peu importe, c'est comme s'il y avait... C'est comme si on... C'est comme, je sais pas, si on brassait des combinaisons, puis il y a toujours un joker. L'année, c'est le joker dans toutes les combinaisons possibles que tu vas sortir. Ça va être un peu disparate. Là, fait que... On n'est pas assez proche, mais non. Ça marche pas. Ben, écoute, à voir. Parce que c'est intéressant. C'est fort. Tu me titilles, tu piques ma curiosité. J'ai l'impression que, en tout cas, on verra, mais évidemment, les auditeurs, les gens qui nous suivent en savent toujours plus que nous, mais pour le match à Québec, donc mardi soir, je pense que c'est une combinaison qui se peut, là, que ça se peut qu'on la voit. On les a vus à l'entraînement, donc j'imagine que c'est... Il y a des chances. Il y a des matchs préparatoires. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, je parle de ça. On va sûrement jouer ensemble mardi soir pour voir à Québec. Qu'est-ce que ça donne. Ouais. Puis, donc, c'est bien, Martin. J'aime ça quand t'es affirmé moi aussi, comme ça. Oui, très incisif. Puis ça nourrit la discussion. C'est son rôle, Martin, d'essayer de promener un gars comme Kapanen pour voir, tu sais, si en cours de saison, il faut que je brasse les cartes, on a des blessures, je peux faire jouer qui avec qui, est-ce qu'il est capable? Il dit qu'il y a un ordinateur de la Ligue nationale. C'est un beau compliment, ça. C'est un beau compliment, mais il n'y a peut-être pas l'imprimante de la Ligue nationale. Non, mais tu sais, tu le vois, il suit le jeu, Kapanen, il comprend ce qui se passe sur la patinoire, et tout ça, mais en termes d'habileté offensive, je suis pas sûr qu'il peut jouer avec des joueurs. Il peut pas jouer avec des joueurs de top 6. C'est pas un joueur de top 6. Non, c'est pas un joueur de top 6, mais Jake Evans non plus, puis est venu dépanner par moment parce que c'est un joueur intelligent qui te fait pas mal, puis qui peut, représenter une certaine conscience défensive. Qui connaissait la meilleure saison de sa vie, puis il a joué... Je pense qu'on l'a utilisé même avec Suzuki à un moment donné. Oui, mais dans les dernières années, il s'est promené, Evans. C'est comme Paul Byron. Est-ce que c'était vraiment un joueur de top 6 plus un gars de troisième trio, C'était un couteau suisse. Qui avait des habiletés particulières, spécifiques, en désavantage numérique, tout ça, mais sur une base régulière, est-ce que c'était vraiment un joueur de top 6 de la Ligue nationale? Moi, j'aurais dit plus top 9, plus troisième trio. Mais il pouvait aller jouer avec Max Pacioretty pendant un bout de temps si la situation le demandait. Donc, à voir, mais écoute... Moi, je l'aime beaucoup, Kapanen. Là, je vous écoute, ça me... on dit pas qu'on l'aime pas, on l'aime. Présentement, ce qui m'étonne, je sais pas si le mot est un peu fort, mais c'est qu'en ce moment, il semble être devant Owen Beck dans la hiérarchie. Ben oui, mais il l'est. Oui. Mais c'est normal. Je ne sais pas s'il y a un meilleur. Dans ce camp... Beck est très bon. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi? À cause du pédigré? Parce que dans ce camp d'entraînement-ci... Non, il n'y a pas un meilleur camp que Beck. Il est très bon. Beck a un camp supérieur à celui de Kapanen. Oui, peut-être, pas au point de défoncer les murs, on s'entend. En fait, tu regardes la véritable lutte qu'il y a dans cet alignement-là. Présentement, là, on tient pour acquis que les dirigeants du Canadien savent qu'ils vont commencer la saison avec une équipe plus jeune que l'an dernier. Ils vont miser sur des gars qui ont l'expérience de la Ligue nationale pour commencer la saison, pour avoir de la stabilité, tout ça. Veleno va faire partie de l'équipe. Je serais très surpris que Blais ne fasse pas partie de l'équipe. Puis je pense que Kapanen et Beck sont en lutte pour le dernier poste. Puis je pense que si Beck est renvoyé à Laval, ce ne sera pas le reflet du camp qu'il a connu. Non, ça va vouloir dire... va jouer beaucoup. Exact. Puis au lieu d'être cantonné dans un rôle... Un peu comme ils avaient fait avec Henneman en disant on pense qu'il y a peut-être encore une petite touche d'attaque à développer en lui, puis on aime mieux l'envoyer à Laval pour qu'il puisse aller chercher ça, parce que je pense que déjà Beck a plus d'habileté offensive que Kapanen, puis il répond, tu sais, c'est au même profil. Il frappe plus. Prend des mises au jeu, il est plus physique. Ouais. Un petit peu plus d'attaque, à mon sens. Oui, je suis d'accord. Gars que tu vas utiliser en désavantage numérique, c'est ça. Alors, si jamais c'est Beck qui est renvoyé, ce ne sera pas un désaveu, ça va être juste on veut faire pousser la fleur au maximum avant de la ramener dans l'équipe. Cela dit, Kapanen n'a jamais démontré de grandes habiletés offensives dans la Ligue nationale. Il fait pas mais un point par match l'an passé en Ligue Suisse, élite suédoise, c'est quand même impressionnant. Ce sont quand même des statistiques très intéressantes. Là. Généralement, c'est signe de quelqu'un qui est capable d'en donner un petit peu plus. Puis il a été très bon dans les séries avec le Rocket de Laval l'année dernière. Il n'a pas produit énormément. Je regarde ses statistiques, 3 buts, 3 passes, 6 points en 11 matchs. C'est
pas catastrophique, mais c'est pas dominant non plus. Mais il se crée énormément de chances de marquer. Alors, est-ce que c'est simplement, face à une compétition un peu plus faible, il est capable de faire remonter à la surface les qualités offensives qu'il a et qu'il ne sera jamais capable de transposer à la Ligue nationale? Il y en a des fois. Pas convaincu. Ça arrive. Comme Charles Hudon, est un exemple. Sûr. Oui, il y en a plein. Mais c'est loin d'être acquis. Sauf que c'est loin d'être acquis. Sauf que c'est peut-être un peu de péremptoire de dire à ce point-ci que ça n'arrivera jamais. Exactement, aussi. Il est là. Il est à la croisée des chemins. Puis, il y a quoi, il y a 22 ans? Là? Ouais, il est tout jeune. Il vient d'avoir 22 ans. Puis moi, la seule raison, parce que je concède que Beck a un meilleur camp, pas il y a personne qui éclipse l'autre, là, non. Mais l'an passé, c'est Kapanen qui était dans la situation de Beck. Puis c'est ça que c'est, puis c'est correct, puis c'est là qu'on en est. Puis ça sera effectivement pas un désaveu quand Beck va être retranché. Quand aussi. Quand quoi? Si. Non, j'ai fait exprès. Il y a des bonnes chances que ce soit... J'explique ma démarche. Et ça sera la même chose pour Florian Jacquet. Ce ne sera pas un désaveu quand il va être retranché. Parce que là, Parce qu'ils vont être retranchés les deux. Il reste là, c'est le Canadien. C'est mon nouveau style. C'est mon nouveau style, j'affirme. Oui. C'est fini, là. Le cabotinage. De Martin de tantôt. C'est ça, c'est Martin, c'est mon... La balle de neige en enfer, puis là, ça n'arrivera pas. Puis j'aime ça. Tellement OK, 8e saison. Un nouveau Martin. Après 8 saisons, les gars s'affirment. Mais regarde. Il reste 27 joueurs au camp du Canadien. OK? Ça en prend 23 pour faire une équipe. On va replacer tout ça. Ouais. On part avec ça. 27 joueurs au camp du Canadien. On en a besoin de 23. Ils vont couper 2 attaquants, un défenseur, un gardien. Ouais. Je pense que le gardien, c'est réglé. Capot. Kakonen? Oui. Je pas fait exprès, là. Je ne vais pas me tromper. Non, mais je ne l'ai pas. Va aller donc. Appuyer. C'est le mot que je cherchais. Va aller occuper le rôle pour lequel on l'embauche. Exactement. Et éteindre les feux s'il y a à éteindre éventuellement. Et pour lequel il est grassement payé. Oui. Il y a pire que ça dans la vie. Tout à fait. Mais ça vaut quelque chose. Hein, toi. Oui, un vétéran que tu es capable de monter du jour au lendemain avec ton équipe de la Ligue nationale puis qui va être capable de faire le travail de façon convenable, ça a une bonne valeur dans le monde du hockey. 1,15 million, c'est quand même pas mal. Donc, Kakonen. En défense, Engstrom. Ça va être Adam Engstrom, à moins que Noah Robson ou Caden Goulet... qu'on prenne notre temps avec eux. Là, quoi qu'ils ils se sont entraînés tous les deux lundi sans aucune restriction. Donc, l'aine ou les aines, parce que chacun était blessé à l'aine, ont l'air de bien se porter jusqu'à présent. Donc, j'ai trouvé qu'Engstrom avait très bien joué samedi. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il a joué son meilleur match. Lui aussi, il y a un ordinateur de la Ligue nationale, je trouve. Oui. En termes de compréhension de jeu, de cadence, s'habituer au rythme et tout ça. Donc, il n'est pas loin parce que, clairement, il est un peu comme le 8e défenseur en ce moment dans la hiérarchie. Il n'est pas très, très loin. Il devrait être envoyé à Laval. Alors là, comme il va y avoir des blessures, inévitablement, il va jouer à Montréal. Il y a des chances qu'on le voit cette année. Puis, il y a 2 attaquants qui seront retranchés également et 2 parmi Kapanen, Beck, Jacquet, Blais-Veleno. Il y a de fortes chances que ce soit la Licorne et Owen Beck, je pense. Qui n'auront absolument pas démérité. Qui frappe à la porte et que ce sera un casse-tête. C'est le casse-tête qui commence. Là. Veleno, c'est un joueur de Ligue nationale. C'est un ancien. Il était très bon samedi. Oui. Il est très bon. Il patine comme un joueur de Ligue nationale. Il joue comme un joueur de Ligue nationale. Il a l'air à être vraiment concentré sur la mission. Il sait qu'il va jouer en désavantage numérique. Il est assez polyvalent aussi. Il va jouer avec l'équipe. Et moi, je trouve que Blais, c'est une acquisition fantastique. Tu compares avec ce qui était Pezzetta l'année passée, qu'on faisait pas jouer. On se demandait même quand il était en uniforme, il ne jouait pas. Bien joué, Pezzetta, avec les Leafs. Il a fait sentir sa présence dans les 2 matchs. Il y avait de l'entrain. Fait que c'est ça, Blais, il a 29 ans. Il a gagné la Coupe Stanley déjà. Il joue physiquement. Le Canadien a besoin de ça. Alors, lui va être là. Puis, c'est ça. Donc, ça reste entre Jacquet. On sait qu'il manque un petit peu de polissage. Moi, je suis persuadé qu'on va le revoir d'ici la fin parce qu'il va y avoir des blessures aussi. Oui, ça, c'est l'autre affaire. Là. Inévitablement. Mais on prolonge son expérience pour qu'il absorbe le plus possible. Il n'y a rien de plus positif dans le développement d'un athlète de toucher à l'autre niveau
et de voir ce qui te manque dans ton jeu. Et quand tu retournes en bas, là, c'est clair dans ta tête que ce sur quoi tu dois travailler, c'est ça, c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est un foyer de progrès immense pour un athlète. Et je suis sûr que Jackai va être meilleur dans la Ligue américaine cette année et on va le voir. Tous les gars qui ont eu des statistiques comparables aux siennes à leur année recrue dans la Ligue américaine, c'est-à-dire 20 buts et plus, pas loin de 150 minutes de pénalité ou plus, ont tous joué dans la Ligue nationale la saison suivante. Que ce soit au moins quelques matchs. Une quinzaine de matchs ou la saison complète. Ah oui. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir, oui. Parce que là, ces quatre-là, à part Kapanen, donc Blais, Veleno, Jackai et Beck avaient tous le chandail bleu marine. Oui, c'est ça. Tu reviens avec les couleurs, les couleurs de chandail qui... Exactement. C'était comme le 5e trio, mais le 5e quatuor, si on veut. Alors, on l'a gros trio. l'a baptisé le chandail de la précarité. Ah! Fait que, alors, mais ça devrait, tout ça va c'est un bleu précaire. C'est un bleu. C'est comment c'est un bleu précaire. J'ai refait les murs de ma chambre à coucher. Bleu précaire. Ouais. Joe Veleno, parenthèse, c'est vrai qu'il a bien joué, samedi. Puis c'est un beau projet, non? C'est pas un beau projet parce que oui. Il est là pour il a signé un contrat d'1 an. On s'entend, c'est ça. C'est comme une année pas d'exploration. Oui, d'exploration, de part et d'autre. Ça pourrait devenir quelque chose, non? Tu sais, Joe Veleno, ça demeure... Je pense pas que ça va devenir grand-chose de différent de ce que c'est là. Mais... Non, mais j'entends pas par là, un joueur de top 6. Là. Non. Moi, je suis obsédé par le décalage en termes d'âge. Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs fin vingtaine dans cette équipe-là. Il y a un 25, lui. Ben là, c'est ça, mais enfin... Ou mi-vingtaine. Mais dans le cas du Canadien, c'est ça. La fin vingtaine commence à 25 ans. Non, mais je suis un peu sérieux, tu sais. Je suis un peu en quête de ça, tu sais. Je me dis, parce que là, on vient de parler de Jackai et Beck, tu sais, si ces gars-là poussent cette année, puis ils vont sûrement être là l'an prochain, là, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a que des joueurs de 22 ans dans cette équipe-là. Mm-hmm. Et ça me fait, c'est ça, j'ai un problème. Mais Veleno a une expérience de la Ligue nationale, pas mal de vécu, tu sais. Exact. Connaît je trouve ça paraît. Ça me plaît. On connaît son histoire, là, on ne reviendra pas là-dessus, mais le statut de joueur exceptionnel dans la Ligue junior majeure du Québec, je pense pas que ça l'ait servi particulièrement. Mais, c'est épouvantable, ça. Ouais. Puis d'ailleurs, j'ai hâte de lui en parler, peut-être quand j'aurai un petit peu plus de temps seul à seul avec lui. Mais hier, c'est drôle quand même parce que tu vois quand tu jases avec un joueur de 25 ans qui a du vécu, il a été échangé, son contrat a été racheté. C'est quand même un choix de premier tour qui a déjà été perçu comme un futur joueur exceptionnel. Donc, on s'entend qu'en termes de leçons d'humilité... De parcours. Oui, de leçons d'humilité dans ce parcours, il en a reçu quelques-unes. Et puis, ça paraît quand tu discutes avec lui, tu sais, il y a une certaine maturité, il y a une certaine sagesse. Et contrairement à d'autres jeunes, comme Jackai ou Beck, qui sont très, très concentrés sur qu'est-ce que je peux faire maintenant, là puis qui voient un peu, je pense, le match du 8 octobre, le premier de la saison, comme... le fil d'arrivée, un peu pour reprendre les mots que Saint-Louis utilisait hier. Veleno ne le perçoit pas du tout comme ça. Il dit, en m'amenant ici, je savais que ça serait la compétition serait rude, extrêmement serrée et que ça durerait des semaines et des mois. Il dit, c'est jamais vraiment fini dans cette ligue-là. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est bien celle-là. C'est jamais complètement fini. Tu as toujours tes preuves à faire. Il y a jamais... tu peux rien tenir pour acquis. Et il expliquait dans son parcours que ça avait été difficile de passer à un joueur offensif, ou du moins comment lui se percevait, à un gars qui a dû devenir un joueur de rôle, puis qui devait être surtout un centre responsable défensivement, peut-être un gars de 4e trio, etc. Mais tout ce cheminement-là, il l'a fait. Je pense qu'il sait ce qu'il est. Il aimerait démontrer peut-être un petit peu plus de touche offensive. Mais hier, l'entraîneur l'a un peu mis en garde contre ça en disant... attention au talent, parce qu'à quelque part, c'est peut-être pas tant que ça qu'on te demande. Et 90% du temps où tu n'as pas la rondelle, ben il faut que tu joues de la bonne façon. Donc, c'était peut-être juste un léger recadrage pour Veleno, mais quand il s'en tient à ce qu'il a développé dans les dernières années dans la Ligue nationale, il devient un joueur utile. Et peut-être pourrait-il être utile pour le Canadien. Jusqu'à quel point, on verra. Là. Il y en a des fois des gars qui se relancent, mi-vingtaine, qui atteignent un certain niveau.
ce sera jamais un joueur dominant, on s'entend, mais qui pourrait avoir son utilité. 70% dans le cercle des mises au jeu samedi à Toronto, contre une compétition de qualité de la Ligue nationale. 50-50 avec John Tavares. Il a battu Nicolas Roy dans ses 2 mises au jeu, qui est quand même un bon joueur de centre dans le cercle aussi. Alors, ça, c'est un atout qui est intéressant. C'est un centre gaucher. Il y a plein d'arguments qui militent en sa faveur. Et c'est beaucoup plus facile de laisser de côté des gars comme Veleno et Blais. Comme 13e, 14e attaquant, tu ne te poses pas trop la question. Tu n'as pas l'impression de nuire à leur développement. Exactement. Et donc, je pense que Joe Veleno a quelque chose à accomplir avec le Canadien cette année. Dans ce sens-là, moi, quand je parlais d'un beau projet, c'était dans ce sens-là. Ouais, puis, tu sais, Kent Hughes croit beaucoup il répète souvent qu'il croit à la familiarité avec les joueurs, ce qui est un anglicisme, mais la connaissance. La connaissance personnelle des joueurs ou une connaissance plus... C'est ça. Qui dépasse le cadre des affaires. Puis bon, il y a Mike Matheson est à Montréal. Je pense que le Canadien a beaucoup amélioré le jeu de Mike Matheson. A beaucoup rehaussé son profil comme joueur de hockey dans la Ligue nationale. Carrier est arrivé. Ils sont allés chercher à Nashville, ils ne se sont pas posés 23 questions. Là, ils connaissaient Carrier, ils savaient qu'il allait être utile à l'équipe, puis ça a eu un effet immédiat. Struble, c'est un de ses anciens clients aussi. Harris aussi, c'était un de ses anciens clients. Oui, Samuel Blais, c'est un de ses anciens clients. Fait que c'est ça, il sait ce qui a été cherché, et je pense pas qu'il a été chercher des anciens clients en disant ça marche pas. Si tu vas t'en aller dans la Ligue américaine, si ça fonctionne pas, c'est parce je pense qu'ils ont une vision claire de ce que ces gars-là peuvent jouer comme rôle dans l'échiquier. Puis Veleno, il va être utile, il n'y a aucun doute. Puis Blais, il répond à un profil dont l'équipe avait besoin. Oui. Il a dit, les défenseurs, quand ils m'entendent arriver, ils garochent la POC un peu partout. Il dit ça, je pense que ça m'est utile. Ça, c'est vrai, c'est bon, ça. Oui, je pense que ça t'est utile. Effectivement, Samuel. Cappy, il joue une game très mature. Tu sais. Il y a un ordinateur de la Ligue nationale. Puis je trouve qu'il a pris un step aussi physiquement comparé à un an. Fait que il fait beaucoup de choses sur la glace. Parle-moi de ça, un gars que c'est pas compliqué de lui faire un surnom. Capé. Moi, pourquoi je l'aime autant? Ça serait Coopy, toi? Coopy. Pour le Canadien. Marty. Coopsy, ça a déjà existé? Ben, Coopsy, moi, je pense que c'est ça ton nom dans mon téléphone. OK. Je pense que c'est ça ton nom. Je pense que c'est ça ton vrai nom. Il me semble que tu m'appelles jamais, mais quand tu m'appelles... Le Gasker, tu sais que c'est... c'est tout des bains. C'est le Fish. Je pensais que c'était M. Claude Kenville. Non, c'est le Fish le premier à m'avoir baptisé le Gasker. Eric Michaud. Mais Martin, Leclerc, il n'y a pas grand... Moi, c'est Clerk, mon son. Oui. Clerk ou Marty. Marty. Pourquoi je l'aime autant, Kapanen? Parce qu'il me rappelle Arthurie. Parce qu'ils sont tous les deux finlandais. Là. Moi, je suis pas compliqué. Là. Okay. Arthurie avait quand même un potentiel offensif supérieur. Oui. C'est pour ça qu'il jouait sa 4e ligne ici, puis qu'il faisait 12 buts. Non, mais il a toujours eu un excellent tir. Il a marqué 18 buts avec le Canadien à sa saison recrue, là. C'était ça. Mais c'était pas à cause de la qualité de son tir. Il avait récolté beaucoup de... Des buts-rebuts? De rebuts qui traînaient autour. Ben, c'est parfait. Des buts, c'est des buts. Souviens-toi, on l'appelait monsieur comment? C'est 7 6%, c'est ça. Il n'y avait pas un gros... Mais moi, j'ai jamais dit ça. Il est arrivé au Colorado puis il jouait sur la première unité d'avantage. Pif, paf. Oui. Voilà. Puis, oui, comme quoi il est capable de la mettre dedans. Oui. Et voilà. Et illustration supplémentaire que les chemins sont sinueux et que ce n'est pas toujours... une ligne droite. Un petit mot sur ceux qui vont poursuivre leur horaire de travail à Laval. Leur horaire? Non, lui, il s'en va. Non, je sais, c'était juste pour faire le jeu. Mais c'est bon. Ils vont poursuivre leur horaire de travail. Mais je pense que, tu sais, on peut pas. Godini, est-ce que quelqu'un a vérifié si Godini va bien? D'après moi, il est très triste. Oui, parce que là, j'ai pas parlé. En même temps, peut-être. Il aimait bien l'horaire. Ben oui, il le voyait commencer la saison. Avec raison. Ouais.
Mais ça pourrait peut-être être l'objet d'un petit reportage en Autriche. Là. Ça pourrait... Oui, hein? ça va être facile à vendre. On en ça. a parlé un peu vendredi. Moi, ça a été une des belles surprises du camp. Tout à fait. Il a été très, très bon. Il a laissé une très belle carte de visite. Je n'étais pas du tout surpris qu'il soit dans les coupes là, de la fin de semaine. Non, pas du tout. Mais il va être attendu au prochain camp. Exact. Ils vont avoir hâte de mesurer sa progression, voir s'il a pris du coffre un peu physiquement. Je suis sûr qu'ils vont porter attention à ça durant l'été prochain pour lui dire un petit peu. Ça. Il y a des bonnes chances qu'ils viennent finir la saison à Laval aussi. Oui, absolument. Il n'y aura pas de place. Ça prendrait un cinquième trio. Pour vrai. En tout cas, pensez-y. Moi, s'il y a une chose, je ne m'attendais pas à ce qu'il poursuive. Je m'attendais à ce qu'il soit retranché éventuellement, mais on a quand même, tu disais, on a attendu, mais ça a été toute une coupe, n'empêche. Il y a des joueurs qui auraient pu rester un peu plus longtemps, là, et Rohrer... il reste juste 2 matchs. C'est ça, il reste 2 matchs. Oui, mais il reste une semaine. Ouais. Non, mais on va avoir okay. à peu près l'équipe. Là. Il reste les dernières décisions à prendre, mais on veut avoir une bonne idée de l'équipe. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a déjà moins de matchs, corrigez-moi, là, il y a déjà moins de matchs. L'année dernière, il y en avait 6 aussi de mémoire, mais on a commencé... Il y a des années, il y en a eu jusqu'à 8. Ouais. Et l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, c'est 4. Ouais. Donc, ça va aller vite l'année prochaine. Un petit mot sur... Joshua? Ben oui. Ben écoute... C'est la vie. Oui, pour Joshua Roy, je pense que le message est clair. C'est sûr que ça fait mal. Là. C'est sa dernière année de son contrat de recrue présentement. Il est arrivé à Montréal en disant « J'ai eu le meilleur été d'entraînement de ma carrière, j'ai perdu 16 livres. » Ça paraissait. Oui, il était effectivement, il avait l'air en Parce bonne, que moi je pourrais dire forme. ça. On te croirait moins. Mais ça paraîtrait pas. Ouais. Mais je pourrais le dire. Oh oui. Mais tu sais, j'ai jamais vu un gars non plus qui m'a dit j'ai bu de la bière tout l'été, j'ai pris 12 livres. Là. Ça, c'est pas, à ce jour, c'est jamais arrivé encore. C'est ça. Il n'y a jamais aucun joueur qui a dit qu'il n'avait pas eu un bon été d'entraînement, mais des fois, ils sont plus discrets sur ce qui s'est passé. Là, Roy a été très clair là-dessus, limpide. Et c'est un coup dur parce que il a été dépassé par bien des joueurs dans la hiérarchie. Il a 22 ans. Ça fait un moment qu'on l'attend ou qu'on pensait qu'il était rendu. Et puis, c'est comme s'il avait stagné, malheureusement, depuis son année 20 ans, où il montrait de belles promesses, puis il a eu droit à ses premiers moments, ses premiers rappels. Il s'était très, très bien débrouillé. Je pense que c'était 9 points en 23 matchs de mémoire avec le Canadien. Puis, on avait eu des beaux flashs, des belles séquences. Et l'année dernière, dans toutes nos prévisions, il était le membre du 3e trio là, au début du camp, puis même à mi-chemin du camp. Je me rappelle, j'étais arrivé un peu tard là, pour le début de la saison l'an passé, mais il me semble que juste avant, vers la fin du camp d'entraînement, je l'avais placé dans le top 12 du CH. Puis bon, il a perdu son poste cette fois-là parce qu'on était prêt à lui donner s'il en démontrait suffisamment. Là, il avait un poste à gagner et il a été coupé relativement tôt. C'est certainement une déception pour lui de ne pas se rendre jusqu'à la fin, mais il n'a pas démontré grand-chose. Hein. C'est pas un joueur qui est très rapide, c'est pas un joueur qui est très actif. Il a une excellente vision du jeu, il a un bon sens du hockey. Quand il a la rondelle, il peut créer des choses, il peut repérer ses coéquipiers, mais c'est un gars qui, quand même, reste souvent en périphérie, qui n'a pas un grand coup de patin et qui n'est pas le plus impliqué. Je pense que ça détonne avec le profil qu'on recherche souvent là, dans l'équipe, avec cette organisation-là, ces têtes dirigeantes-là. Et pour eux, c'est une déception, je pense. Si tu n'as pas les habiletés nécessaires pour être un membre du top 6 dans une équipe de la Ligue nationale, il faut que tu sois capable d'ajouter à ton coffre d'outils pour trouver des moyens de faire osciller l'aiguille d'autres façons. Et il y a des joueurs, qui parviennent à le faire, qui ne se posent même pas la question. Je vais donner un exemple qui est un petit peu plus vieux, là, mais Yann Laperrière, c'était un joueur offensif de premier plan dans les rangs juniors. Et lui est arrivé dans la Ligue nationale ou à la porte de la Ligue nationale, puis il a réalisé que ce ne serait pas suffisant, qu'il fallait qu'il s'implique physiquement. Il savait que ses entraîneurs voulaient ça. Bien, il est devenu un des joueurs les plus physiques. Il a fait la transformation
total. Puis, tu sais, il bloquait des rondelles avec son visage. Avec son visage, il se battait, il faisait tout, mais il se disait, moi, si je veux rester ici, il faut que l'entraîneur soit content. C'est un peu comme Forrest Gump. Quelle est ton ambition dans la vie, mon garçon? Il répond à son colonel, c'est de vous rendre heureux, mon colonel. Puis colonel, il est content. Colonel, il dit, bon sang, t'as le plus haut quotient intellectuel que j'ai jamais vu dans l'armée. Alors, c'est ça. Il faut que Joshua, je pense, trouve une façon. Là, il y a 22 ans. Là, est-ce qu'il faut que je devienne plus physique? Est-ce qu'il faut que je devienne indispensable défensivement à mon équipe, en plus de continuer à produire? Mais il faut qu'il ajoute quelque chose parce que là, présentement, il n'est pas capable de faire pencher la balance de son côté. Il y a juste 22 ans, mais en même temps, il y a 22 ans. C'est comme... Oui, puis c'est parce que ça fait longtemps. C'est ça. C'est son 3e camp où on l'attend presque comme un joueur de la Ligue nationale. Là. C'est ça. Alors... C'est une grosse... Ça va être un gros mois d'octobre. Mais est-ce que c'est sûr qu'il ne peut pas faire partie d'un top 6 de la Ligue nationale? Non. C'est la question aussi. Ben, c'est pas est-ce sûr. qu'il faut juste qu'il se trouve une façon de rentrer, puis après ça, de voir jusqu'où il peut aller? Ça peut être ça. Hein? Des fois, c'est de trouver la façon de percer la formation, puis après, tu peux ajouter des couches à ton jeu. C'est un exemple facile, puis on le nomme souvent, mais Brad Marchand, quand il est entré dans la Ligue nationale, c'était pas un joueur de premier trio, là, on s'entend. Là. C'était un gars d'énergie, intense, qui frappait, solide en échec avant. C'était une petite peste qu'on voyait plus sur un 4e ou 3e trio. Disons. Et sa qualité première à Marchand, un peu comme Saint-Louis, c'est sa faculté à s'améliorer constamment, puis il est devenu une super vedette de la Ligue nationale. Peut-être même un jour un membre du Temple de la Renommée, on verra. T'sais. Donc, des fois, c'est de trouver une façon de rentrer, puis après ça, d'élargir le spectre et si tu es capable de revenir à ce que tu faisais si bien, puis ce que tu aimes, tant mieux. Mais je suis d'accord avec Martin, où là, il faut qu'il fasse quelque chose différemment. Il ne peut pas juste espérer que ça va arriver. Si tu ne rentres pas par la grande porte, il faut que tu trouves une façon d'entrer par la porte de côté, mais si tu veux entrer par la porte de côté, il faut que tu aies d'autres choses que ton beau sens du hockey, puis ce que tu penses avoir comme atout offensif. Là. Alors, si tu veux rentrer par la fenêtre, mettons, c'est-tu? Ben là, écoute, c'est ça. Ça te prend une corde ou un escabeau, quelque chose. Mais non, c'est ça, je pense que mais il y a été beaucoup question de ça, ce gros été d'entraînement. Visiblement, c'est un gars qui fait des ajustements aussi. T'sais. Alors, c'est permis de penser que... Il a fait des efforts, c'est ça. Que c'est possible, là, que des ajustements. Mais là, c'est un coup dur. Moralement, là, écoute. Ça va être un début de saison. Un camp d'entraînement difficile à Laval pour lui, puis un début de saison. Mais je pense qu'il n'arrivera pas là le couteau entre les dents, là, on s'entend. Là. Pourquoi? Ça serait pas de mauvaise... Il faut être lucide aussi, là. Je pense que Roy aurait pu connaître un camp 2 fois meilleur. Est-ce que c'est une bonne phrase, ça? Il aurait pu faire 2 fois mieux et ne pas faire l'équipe aussi, là, parce qu'il y a de la congestion. Là. Il y a une place, puis il y a des candidats. En fait, là, c'est que... Mais ça, il savait là, qu'il y a une place. C'était mince. Là. Il y a une place, puis il y a comme un portrait robot de ce qu'on recherche aussi en même temps. Puis il ne cadrait pas tant dedans. Alors, il savait ça avant que ça commence aussi. Là. Il ne peut pas être... C'est peut-être arrivé tôt, ce retranchement-là, mais il ne peut pas être comme tombé des nues. Puis, non, mais il regarde devant lui, puis là, même si on a une bonne idée de qui va composer cette équipe-là, tu as les 5 gars dont on parlait tantôt, qui sont quand même tous en lutte présentement. Le bleu précaire. Le bleu précaire et Kapanen, qui n'a pas l'imprimante de la Ligue nationale. Il y a l'ordinateur, mais il manque les fils. C'est qu'il a oublié. Des fois, il oublie son... Bon, on aurait appris ça aujourd'hui. Mais de ces 5 joueurs-là, Roy dit, moi, je ne fais pas partie de la gang. T'sais. Alors, c'est pour l'instant. Ben pour l'instant, pour l'instant. Non, mais c'est dur à prendre. Parce que il a pas mal joué au camp. Exact. Il n'a rien fait. Il a pas mal, mais c'est 2 matchs, tu sais, je veux dire. Il n'a pas causé. Tu te démarques. Il n'a pas placé son équipe dans le trouble, qui était à la patinoire, tout ça, mais c'est ça. Il n'a pas fait assez. Pas fait de flash. Non, il faut se démarquer, puis il était beige. C'est ça. Il a été très bon dans le 2e match simulé. Ça revient à ce que je disais tantôt. Il faut que tu trouves le moyen, si tu ne produis pas offensivement quand tu es dans ce genre de chaise-là, il faut que tu te montres que tu vas être utile à d'autres choses, que tu vas aider ton équipe de diverses façons. Puis sa palette n'est peut-être pas encore assez complète pour ça.
Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. C'est l'original, ça? Est-ce que c'est l'original? Oui, je pense que c'est Je pense que oui. Ça fait du bien. un bon thème vintage. Voilà. Alors, cette semaine, que dis-je? En ce début de semaine, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et le TikTok de Tellement Hockey, parce que il n'y a que nous, là. C'est notre. C'est le TikTok. TikTok. Tu vas aller le voir. Moi, je ouais. comprends pas encore exactement comment... On comprend pas comment ça fonctionne, le TOC. On m'envoie les réponses. C'est pas si on me les compliqué. imprime. D'ailleurs, anecdote, je demandais à... Avec une imprimante de la Ligue nationale. Je demandais à un collègue d'une génération plus jeune, parce que je n'étais pas capable d'imprimer l'autre jour, puis je me suis fait regarder comme imprimer. C'est quelle technologie Non, puis en plus, d'une autre époque. Donc, c'est ça. Peut-être que Capi n'a pas besoin d'imprimante. Donc, on demandait via les réseaux sociaux lequel des joueurs retranchés au camp reverra-t-on en premier avec le Canadien? Et là, il y a une attrape là, dans cette question-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu Jacky, Beck, mais ça, ils ne sont pas encore retranchés. Comprenez-vous? Ouais. La question, c'est pas quel sera le premier joueur rappelé. C'est pas ça la question non plus. C'est parmi ceux qui ont été... C'est ça. Puis on aurait pu dire et en reverra-t-on seulement un seul? Mm-hmm. En reverra-t-on seulement un seul? Dans tous ceux qui ont été Dans coupés... tous ceux qui sont déjà retranchés, pensez-y. Ça va dépendre du nombre de blessures. Je pense que Alex Belzile a peut-être la meilleure chance. Il est là. Patrick sur le book, en espérant aucun. Sinon, ça voudrait dire que ça va mal avec le Canadien. Exact. Ça va prendre beaucoup de blessés. C'est bon, ça, Patrick. Michel, Fowler en cas de blessure. C'est ça, non, c'est ça, on veut pas. Sur le Gram, Al. Que Condotta est très apprécié au sein de l'organisation du Canadien. Mm-hmm. Son leadership, la façon de se comporter. Il n'a pas démérité quand il a joué dans la Ligue nationale. Absolument pas. Il n'a pas eu l'air fou. Ouais. Condotta serait un bon... Est-ce que c'est lui le capitaine? Oui, c'est le capitaine à Laval. Al, sur le Gram, Jared Davidson. Martin, ton préféré. Oui. Gabriel, Michel Dugazou. Bel Gazou. Non, mais... C'est quoi son vrai nom? Delgaizo. J'avais un peu... Il a un peu passé sous le radar, mais c'est un gars qui a dû... il a joué à une quarantaine de matchs dans la Ligue nationale l'année dernière avec les Prédateurs de Nashville. Puis il lance de quel bord? À gauche. C'est mon autre obsession C'est avec un l'âge. Non, le côté de la palette, c'est une vieille obsession. L'âge du groupe, c'est ma nouvelle obsession. Aussi. Non, mais je parlais de mes obsessions. Là, j'avais changé de sujet. Et deux petites dernières sur le Tube. Qu'est-ce qu'on a? Jared Davidson encore, ça c'est Pascal. Et sur le TOC, Belzile, un joueur que Saint-Louis pourra envoyer dans la mêlée et savoir à quoi s'attendre. Quelque chose à rajouter sur les coupures, le camp, le sens de la vie? Non. C'est ça? C'est suffisant? Pensez-vous que les Panthères de la Floride vont avoir plus de difficultés à remporter une 3e Coupe Stanley consécutive maintenant que l'on sait que Non, c'est une question alambiquée. La réponse est non. La réponse est non. La question, plus de difficultés, je répondrais oui. Oui, pardon. Est-ce qu'ils en sont incapables? Absolument. La réponse est non. Ah non? Ils en sont capables. Parce que, parenthèse, Alexandre Barkov, si vous n'avez pas eu le mémo... Alexandre Sacha, Barkov. J'ai entendu quelqu'un dire Sacha Barkov. Mais c'est pas il est finlandais. Non, il est russe. Non, il est finlandais, mais il y a des origines russes là-dedans, on s'entend. Puis, puis c'est le surnom. Sinon, il s'appellerait Barkonen. Barkonen. Ouais. C'est bon, mais il s'appellerait Ville Barkonen. Mais oui, alors, comme le joueur de tennis Alexander Zverev, c'est des Finlandais. C'est un Allemand, mais d'origine russe, et c'est Sacha Zverev. Donc, c'est le diminutif, c'est le surnom d'Alexandre. C'est ça, Sacha, c'est Alexandre. Comment ça, tu sais ça, toi? Je sais. Tu t'appelles Alex.
Est-ce que la signification d'Alexandre, c'est pas maître du monde? Non, l'affaire de même. Ouais. Ça aurait de l'allure. Ouais, c'est ce qu'on se dit souvent. Un petit peu pompeux. Ben, regarde, tant qu'à être là. Ouais. Donc, Barkov, Sacha Alexander, Barkov, c'est terminé. J'ai vu, sa saison est terminée. Sa saison, oui. Est-ce que ses séries seront terminées? Oh là là. Ça, c'est la grande question. Okay. Parce qu'on dit, bon, il a été opéré, on dit 7 à 9 mois de rééducation. 7 mois, ça nous amène au mois d'avril, fin avril, c'est ça, hein? Octobre, novembre, décembre, ouais, exact. Et 9, ben là, il ne pourrait pas jouer en série. Ça va être intéressant à suivre parce que cette année, vous savez que les règlements ont changé, n'est-ce pas? Oui. Donc, en séries éliminatoires, vous devez avoir une formation de 20 joueurs qui se conforment au plafond. Et c'est bien. Ce qui est ridicule. Ben, ce qui ne sera pas très compliqué à atteindre, je pense. C'est bien. Je pense pas que ce soit très compliqué à atteindre parce que les équipes font ça à 23 joueurs durant toute l'année. Donc là, à 20, ben, ça dépend. Je ne vois pas ça comme une difficulté. Ben, ça n'a pas été documenté, là, mettons, Kucherov, puis les Golden Knights. C'était des alignements sur glace qui dépassaient le plafond salarial. Mais je me rappelle plus si on calculait les 23 joueurs réguliers. Non, moi, je parle des alignements. On calculait seulement les 20 sur parce que c'est des hauts salariés là, qui n'étaient pas là de l'année. Oui, mais avec le plafond qui augmente et tout, je ne suis pas certain que ça va être si compliqué. Mais peut-être. Non, je pense pas que ça va être compliqué, mais ça va éviter des situations... Mais là, dans le cas des Panthers, ils vont pouvoir obtenir un allègement salarial, mais c'est autour de... Parce que les règles ont changé, comme je le disais. C'est compliqué, il faudrait que je me replonge dans ma lecture de chevet de la convention collective. Vas-y, dis un peu. Dis de façon approximative. C'est toujours bon avec les chiffres d'être approximatif. C'est autour de 4 millions l'allègement salarial que les Panthers peuvent recevoir en raison de la blessure à Barkov. Par contre, s'ils déclarent Barkov blessé pour toute l'année, série comprise, là, ils peuvent aller chercher son plein salaire à peu près. Ouais. Ce qu'ils ne feront pas. Probablement pas, à moins que ça devienne certain au mois de janvier. Si les médecins leur disent parce que l'idée, il ne sera pas de retour. Exact. Ouais. L'idée, c'est de prendre cette décision-là avant la date limite des échanges, on s'entend. Donc, j'imagine quelque part au mois de février, là, autour des Jeux olympiques, de la pause olympique, les Panthers vont prendre leur décision à savoir est-ce que Barkov est écarté pour la saison entière ou pas. Donc, si c'est le cas, c'est parce que vraiment, il ne peut pas revenir au jeu, ben c'est certain qu'ils ne seront pas de bonne humeur, mais d'un autre côté, ça leur offre c'est de la flexibilité. Toute une série de possibilités parce que là, il y aurait le 10 millions de son salaire là, qui deviendrait disponible. Alors, il y aura ça à surveiller. Mais c'est sûr qu'ils ne nous annonceront pas dans les prochains jours, les prochaines semaines que c'est terminé. Alors, l'allègement salarial va être plus petit. Et déjà que c'est une équipe qui manœuvre là, vraiment délicatement avec le plafond, la masse salariale et tout, ben, cette saison-là va s'annoncer plus complexe, mais ils vont être en mesure, malgré tout, d'aller... C'est aussi ça la beauté de l'affaire, c'est qu'on est certain qu'il ne sera pas là à la date limite des échanges. Donc, les Panthers vont pouvoir ajouter un joueur sans aucun problème. La seule question, c'est si jamais Barkov revient pendant les séries, est-ce qu'on va pouvoir faire jouer tout le monde? C'est la seule question. Et ça, c'est si tout le monde est en santé, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres, qu'il y ait d'autres blessés aussi. Exactement. Et rendu là, on sera suffisamment près du printemps pour avoir une idée là, un peu plus précise. Mais cela dit, il y a une statistique intéressante. J'ai compilé ça au début du camp d'entraînement. Je comptais, parce que le Canadien, la saison dernière, a eu 12 joueurs qui ont disputé 75 matchs ou plus, chose qui n'était pas arrivée depuis des décennies. Okay? C'est énormément de joueurs qui ont joué 75 matchs et plus. Canadien qui avait été éprouvé par les blessures. Oui, qui a été particulièrement malchanceux. J'ai fait le tour de toutes les équipes de la Ligue nationale pour voir lesquelles avaient eu l'occasion de compter sur le plus de joueurs réguliers le plus longtemps dans la saison. Et à ma grande surprise, on dit toujours les équipes qui reviennent d'une finale de la Coupe Stanley ont eu un été plus court. Les gars sont encore amochés de la saison précédente, sont plus diminués. Les Panthers de la Floride ont aussi eu la saison dernière 12 joueurs qui ont disputé 75 matchs et plus. Et je trouvais ça remarquable. Là, il y avait eu... c'est leur troisième parcours jusqu'en finale. C'était avant d'entamer leur troisième parcours vers c'est ça. Alors, c'était remarquable. Alors, est-ce que
J'ai hâte de voir, est-ce qu'ils vont être un petit peu plus blessés cette année, parce que c'est taxant, jouer des saisons de 100 matchs et plus. Disposé, en tout cas. Avec des étés très, très courts. Là, en partant, ils sont Barkov taxés. et C'est ça, Matthew c'est ça. Tkachuk, pas de retour avant le début décembre. Là. Là, ils sont taxés comme des Québécois là, en partant. Et l'équipe qui a eu le plus de joueurs qui ont disputé 75 matchs et plus la saison dernière, qui a causé une surprise dans la Ligue nationale, les Capitals de Washington. Ils ont eu 13 joueurs qui ont disputé 75 matchs et plus. Et je pense que ça a été un facteur. En plus, une équipe dont tous les joueurs étaient reposés durant la pause C'est vrai, il y en avait des Quatre aucun. Nations. Il n'y avait aucun de leurs joueurs dans le tournoi des Quatre Nations. Alors, ça, il y a comme une petite corrélation qu'on peut faire entre est-ce que tu as été affecté par les blessures Ben ou oui. est-ce que tu as joué en série ou pas. On en a parlé beaucoup au cours des dernières saisons quand le Canadien se faisait avait une infirmerie à perte de vue. Là. Alors, c'est ça. Donc, et une autre statistique que j'ai compilée ce matin, dans les statistiques avancées, on a un peu... au baseball, il y a la statistique WAR, le nombre de victoires qu'un joueur procure à son équipe durant une saison de 162 matchs comparativement à un joueur remplaçant. Et donc, les vedettes comme Aaron Judge, les gros frappeurs comme ça, procurent plus de victoires durant la saison qu'un joueur remplaçant. Au hockey, on a le point share, qu'on dit, combien de points de classement sont attribuables à un joueur. Si tu comptes Barkov et Tkachuk chez les Panthers de la Floride, ils sont responsables de pas loin de 14 points de classement ensemble. Et là, si tu enlèves les quelques 7 points de Barkov et la moitié des 6 points de Tkachuk, ça fait 10 points. Ils ont eu 98 points la saison dernière. Alors, ça les replace peut-être dans la course. Mais enfin, pas avantageusement dans la course. Ça complique peut-être leur épopée, leur tentative de remporter une... Ouais. Puis au-delà des points de classement, c'est aussi ce que ces joueurs-là permettent à leurs coéquipiers de faire dans l'équipe. Oui. Quand Alexander Barkov est là pour lever de la fonte en masse, ben Sam Bennett puis Anton Lundell en arrière en ont moins. Exact. Vous comprenez? Ils ont une compétition plus faible, ils ont plus de marge de manœuvre, plus de liberté. Là, le fameux troisième trio des Panthers l'année dernière de Eetu Luostarinen, Anton Lundell et Brad Marchand, qui a été dominant puis probablement un des facteurs responsables de la victoire des Panthers. Ce troisième trio-là, actuellement, est le deuxième. Donc, tout le monde vient de sauter d'une chaise. Là. On prend un rang de plus. J'ai toute confiance. J'ai toute la confiance. Oui, j'ai toute la confiance au monde en Anton Lundell particulièrement, qui est un joueur que j'adore. J'en avais déjà parlé ici. Je suis certain qu'il est capable d'être le deuxième centre de cette équipe-là, mais c'est pour démontrer à quel point 2 blessures à des joueurs clés, ça va vite, les dominos. Alors, le troisième trio est rendu le deuxième, et puis derrière, le troisième et quatrième trio des Panthers, tu regardes ça, c'est correct, mais sans plus. C'est leur structure, leur façon de jouer là, qui souvent est très, très, très efficace. Et leur défensive aussi, le top 4. Alors, ils n'auront pas de difficulté. Ça sera pas... Je pense pas là, qu'ils vont se battre à la vie à la mort pour une place en séries éliminatoires. Je pense qu'ils ont trop de ressources, qu'ils sont trop forts. Mais ça pourrait compliquer... ça leur complique la vie un peu. J'ai sorti la compilation chez les Canadiens des joueurs qui sont responsables du plus grand nombre de points de classement. Là. Nick Suzuki, la saison dernière, 9,9. Et là. 10 points de classement. Énorme. Lane Hudson, 8,9. 9 points de classement. Là, tu as 19 points de classement. Alors, l'équivalent chez le Canadien, là, la perte présentement que les Panthers de la Floride ont avec Barkov et Tkachuk, c'est comme si le Canadien avait perdu Cole Caulfield et Mike Matheson. Ce qui donne à peu près 14 points de classement. Ben, ça fait plus mal perdre Barkov et Tkachuk que Caulfield. Ouais, c'est vrai. Ce sont 2 équipes différentes là, qui sont ailleurs, mais c'est ça. Barkov, c'est un joueur dominant, puis Tkachuk a changé cette équipe-là aussi. Là. C'est pas juste en termes de statistiques. Non, exact, ça va au-delà de ça. L'entrain, l'élan qu'il donne à l'équipe. Je veux juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. C'était pas de rose yeux, le plafond en séries éliminatoires. Tu n'es pas d'accord?
Je pense qu'on a déjà eu cette... C'était avant que ça se fasse. Moi, j'avais compris que tu ne pensais pas que ça se ferait un jour, mais non, moi, je suis à la limite surpris et content que ça soit là. Moi, je trouve que cette règle-là va juste faire en sorte qu'il va y avoir moins de transactions. En fait, oui. Tous les changements annoncés vont faire en sorte que ça va restreindre le mouvement tous les changements annoncés. Et ça me fait rire qu'on se préoccupe tant de ça, de l'équité, quand on arrive en série, mais que tout le monde trouve ça bien correct que des équipes achètent des contrats de joueurs qui ne jouent plus parce qu'ils sont blessés pour pouvoir se conformer au plafond salarial. Donc, ils sont déjà moins compétitifs. Ces équipes-là sont... Au plancher, c'est ça, salarial. Fait que ces équipes-là sont déjà moins compétitives. Ils achètent des contrats pour fictivement atteindre le plancher. Puis on sait d'avance, avant le début de la saison, qu'elles ne seront pas compétitives. Puis ça, c'est correct. Vous ne respectez pas le plafond salarial, mais c'est correct. Mais dans l'autre sens, là, c'est comme un crime de lèse-majesté. Mais ça, moi, je pense que ça permet... T'sais, quand c'est arrivé la première fois avec Kucherov... c'est arrivé avec Patrick Kane avant, à Chicago. Oui. Là, cette pratique-là a été répétée. Je pense qu'on a voulu éviter ça, mais moi, ça ne me dérangeait pas de voir que des directeurs généraux se... Ils profitaient de toutes les failles de la convention collective. Ils faisaient aller leur créativité, puis... Il y a tellement peu de place pour la créativité dans la convention collective actuelle. Ça, c'est sûr. Mais là, en plus, ils viennent boucher tous les trous parce qu'avec cette règle des 70 jours pour flipper un joueur, là, pour le faire passer d'une équipe à... Pour retenir du salaire. Juste pour élaborer, juste pour clarifier, là, c'est ça. Donc, c'est un minimum de... Vous ne pouvez pas échanger un joueur à une équipe qui va retenir, par exemple... Quand on fait une transaction, prenons Alexander Barkov, là, parce qu'il y a un beau chiffre de 10 millions, mais si les Panthers voulaient l'échanger... c'est bien mal parti, ton exemple. Au Lightning de Tampa. C'est juste non, mais le Canadien l'a fait il n'y a pas longtemps. Là, ils ont... c'est pas pour Jeff Petrie. Ils ont reçu Petrie. Oui. Ils l'ont... C'est que vous pouvez, dans le fond, couper le salaire en 4. C'est ça. Vous pouvez le faire tomber à 25 en utilisant le troisième parce que la équipe. retenue maximale par équipe est de 50 %. Donc, si vous échangez Jeff Petrie à 4 millions, disons, le Canadien peut retenir 2 millions, 50 % de son salaire. Petrie veut aller jouer à Détroit, par exemple. Mais entre chemin faisant, on l'envoie à Pittsburgh. Puis là, Pittsburgh reçoit un Jeff Petrie de 2 millions, garde 50 % de ces 2 millions-là. Un petit choix pour leur travail. Exactement. Pour le coup de main. Oui, voilà. Et puis là, Petrie, donc 2 millions, 50 % on coupe. Il arrive à Détroit et sur l'impact sur la masse salariale de l'équipe est de 1 million, alors que c'est un joueur de 4 millions à la base. On pouvait faire ça dans la journée, passer un joueur d'une équipe à l'autre comme ça, à 3 équipes en fait, en quelques minutes. Là, il y a un minimum de 70 jours entre chacune des retenues de salaire. Donc, il faut que tu prévois ton coût pas mal à l'avance. Ouais. Alors ça, c'était une des méthodes que les directeurs généraux avaient trouvées pour... pas contourner parce qu'on joue à l'intérieur des règles, diminuer l'impact salarial d'un joueur. De créativité pour diminuer l'impact salarial d'un joueur et permettre un petit peu plus de mouvement de personnel. Donc ça permettre à des gars qui ont des gros contrats encore, qui sont dans des équipes où ils sont peut-être moins utilisés, où on les veut plus vraiment, ces retenues de salaire-là permettaient à ces gars-là de se retrouver dans une équipe, de se relancer peut-être, d'avoir un rôle, d'être accueilli. Tu sais, un gars qui avait un salaire de 8 millions, par exemple, qui était rendu moins performant parce qu'il était en fin de contrat puis qui a passé le cap de la mi-trentaine, ça peut être intéressant pour une équipe de l'avoir à 2 millions. Là. Il y a de l'expérience, on peut le faire jouer. C'est un spécialiste du désavantage numérique. On va limiter ses minutes. Fait que ça empêche ces gars-là de se trouver un rôle ailleurs puis de négocier une entente avec une autre équipe la saison prochaine, d'établir autre chose. Là. Alors, c'est juste... Mais là-dessus, on est d'accord. Là, moi non plus, je vois pas la pertinence non plus. Je vois pas le... De quoi? Pourquoi on fait ça?
Pourquoi on coupe tout ça? Pourquoi? Non, mais si on prend juste ce règlement-là, là, ça sert quel intérêt ou... Ah, ben c'est la Ligue nationale qui a voulu ça. Non, mais juste... oui, non, mais parce qu'on a l'impression... Parce qu'ils voulaient. C'est ce qu'on a l'impression. Ils ont l'impression que les équipes profitaient de failles de la convention collective. Puis on a voulu, oui et non, là, je pense on a pas. voulu boucher les trous. Là. Ben, c'est ça l'explication, là. OK. Non, mais moi je pense le but de la convention, c'est qu'il y ait un montant déterminé de revenus qui va dans les poches des joueurs et un montant dans les poches des propriétaires. Qu'est-ce que les équipes retiennent la moitié du salaire, tout ça? C'est le même argent à la fin. Fait que, mais c'est ça. Gary Bettman, quand ils ont conclu l'entente entérinant le premier plafond salarial de l'histoire en 2005, c'était une table carrée. Et à chaque négociation, Gary Bettman arrive avec son papier sablé puis arrondit les coins un peu. Puis là, c'est rendu une table ronde. C'est toujours un petit... Oui, puis ça s'est fait très... dans l'allégresse et cette fois-ci, oui. Oui, dans la camaraderie, là, cette fois-ci. Puis j'ai trouvé que les joueurs ont fait des concessions quand même importantes et ont inutiles. Pas rien obtenu en retour à part de pouvoir mettre un T-shirt en se présentant à l'aréna. C'est grosse concession des propriétaires. Non, ben c'est ça, c'est quand même spectaculaire parce que le confort, ça tout ça, ben, c'est sans compter la réduction de la durée des contrats, là, c'est majeur pour les joueurs. Là. Ça en plus de l'augmentation des saisons, 2 matchs de plus, vous allez jouer 2 matchs de plus. Exact. Vous allez travailler plus, vos contrats vont être plus courts. Il y a la Coupe du Monde à travers ça pour les joueurs vedettes. Oui. Ils se font... C'est quoi le titre de ma chronique? Tel des moutons. Ils se font tondre. Les joueurs de la Ligue nationale continuent de se faire tondre. C'est ça. Voilà. Et que t'es caustique. Ça fait de la belle laine, par exemple. Donc là, 70 jours, ça nous amène quoi autour de Noël à peu près? Donc si les Sharks de San Jose veulent passer Tyler Toffoli, par exemple, dans une transaction à 3 équipes. Commencer là. Tu y penses avant Noël. Là. Il faut que ça se fasse. 70 jours, c'est la moitié de la saison. Là. Non, ça marche plus. Ça ne fonctionne plus. Là. Il n'y a personne qui va... 15 jours. Ben oui, c'est ça. Mais disons, la date limite des échanges, c'est début mars. Là. Je pense que c'est le 6, 7, 8 dans ce coin-là. Donc là, vite comme ça, là, si tu recules, ça nous amène à fin décembre. Là. Donc, c'est ça, autour de Noël. Là. Non, mais j'allais dire... Ça n'arrivera pas. Mais en même temps, les DG ont été assez géniaux par moment pour justement trouver des façons de faire. Alors, qui sait? Que trouveront-ils cette fois-ci? C'est leur travail. Exactement. Et nous, on va regarder ça. Puis on va... On a l'impression que Gary Bettman, c'est juste qu'il ne l'avait pas prévu, ça, le coût des retenues de salaire. C'est ça, c'est juste... double retenue de salaire. Ouais. Ça l'écœure. Ça ne change rien, alors mais là, il n'est pas content. On va mettre un frein à ça. Parce que c'est non. Exactement. Pourquoi? Hey! J'ai dit non. Dis-tu ça souvent, c'est ainsi? Moi, j'ai une rentrée un peu... on a eu une rentrée spectaculaire. À bien des égards, mais je pense pas que ça intéresse les gens. Là. Non, mais je prends de l'avance sur nos conversations. Nos conversations de corridor. Bon, d'accord. C'est ça. C'est ça qui est ça. Toi, Martin, disais-tu non? Quand tu disais non, là, avais-tu une raison ou... Parce que tu dis plus non. On ne devait pas se fâcher souvent, Martin. Tu dis... On s'est pas fâché souvent. Nos enfants étaient très obéissants. Mais ça, c'est un bon truc parental. Ayez des enfants. Obéissants. Moi, mon truc de parental... C'est ça. Moi, les miens, écoute, on répète beaucoup. Être parent, c'est répéter. Voilà. J'espère que tu aimes ça répéter. Toi, à l'écoute, là... Qui projette... ou que la cigogne vient de se manifester. Oui, exactement. Mais c'est... Pratique-toi devant ton miroir. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup, mon vieux. Ça m'a fait plaisir, messieurs. J'espère que vous avez apprécié mon concours. C'était bon. C'était très bon. D'accord. C'était vraiment bon. Vraiment. C'était particulièrement bon. C'était particulièrement bon. Ouais.
Et Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. C'était très bon. Ça m'a rappelé l'épisode 7. On était inspirés. Voilà. Vraiment, toi aussi, vraiment. t'étais bon. Non, mais je me disais on prend pas le temps là, d'y réfléchir ou de juste un peu de recul. Là. C'est pas fini. Puis déjà, vraiment, c'était comme vraiment bon. N'importe quoi. Merci beaucoup, Martin. Jacques-Alexis Bernardin, tu es le... Très bon, Jack. Très bon. C'était correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Très bon, Jack. Merci beaucoup. Tu es le producteur et réalisateur de Tellement Hockey. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bon début de semaine, tout le monde. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.